Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va changer un peu le sujet de la survie urbaine, même si ça en fait partie également, pour s'orienter un peu plus du côté de la résilience. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais te parler d'un truc, deux trucs même du coup. Sur ma chaîne YouTube, je viens de découvrir qu'il y avait un onglet communauté. Je t'invite à aller faire un tour là-dessus pour discuter avec moi, pour me dire ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, ce que tu voudrais voir de plus, ce que tu voudrais voir développer comme sujet que j'ai pas assez développé, etc., etc. Deuxième point, ça concerne les t-shirts et les patchs qui devraient peut-être accessoirement pas tarder à sortir. Le truc, c'est que du coup, je vais devoir changer mon logo parce que celui-là, là, il est trop compliqué à faire, pas en t-shirt mais en patch. Il est beaucoup trop compliqué pour les patchs PVC. Tout le monde me dit que c'est pas possible. Du coup, je reviens sur ce logo-là, un des premiers que j'avais fait, du coup, qui me plaît toujours autant. Je l'ai repris un tout petit peu niveau écriture et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, ce sera le patch, ce sera le logo définitif de la chaîne. Ok, on repart sur la vidéo. Lors de mes vidéos sur la survie urbaine, je t'ai parlé dans un de ces épisodes de rester en ville et de où et comment trouver de l'eau et de la nourriture en cas de chaos urbain. Bien entendu, j'ai fait l'impasse sur l'utilisation de tes stocks parce que si tu regardes mes vidéos, tu sais déjà que la base de la survie repose sur une gestion de stock, que ce soit alimentaire, médical ou autre. Dans cette vidéo-ci, je vais te développer un peu plus la partie résilience alimentaire. Alors, à chaque catastrophe, qu'elle soit naturelle ou technologique, quand on voit ça dans les médias, je vois des gens qui pleurent parce que personne ne les prend en charge, parce qu'ils n'ont pas d'eau à donner à leurs enfants et qu'ils ont été abandonnés par l'État. Ça m'énerve parce que les gens, ils font leur petite vie tranquille en se disant que s'il leur arrive quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et ils se disent pas que la priorité au sein d'un foyer, c'est de compter que sur soi-même et de pas être dépendant de qui que ce soit. C'est la base du survivalisme, ça, quand même. Alors, bien sûr, l'État, il est là pour te venir en aide lorsque c'est possible. Il y a des points de distribution de vivres, mais les itinéraires pour s'y rendre, est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'il n'y a pas des bandes organisées qui t'attendent au coin de la rue pour te dépouiller du peu de vivres que tu viens d'acquérir après de longues heures d'attente? Le gouvernement, est-ce qu'il va pas décider un jour de saisir tes stocks pour les redistribuer aux malheureux? Là, déjà, se pose la question de l'utilité de prévoir ces stocks chez soi, dans un endroit sécurisé. Alors, comment gérer tes stocks alimentaires au mieux? C'est parti, générique. Alors, la toute première question qui va se poser, avant même celle de savoir quoi stocker, c'est bien sûr où stocker. Parce que stocker tes vivres dans ta cuisine ou dans ton garage, c'est bien, mais en cas d'intrusion à ton domicile lors d'une RDLN, tes stocks de vivres, ils vont très vite être découverts et susciter l'intérêt des mauvaises personnes. En cas de catastrophe naturelle également, hein, ou bien en cas de bombardement par exemple, si ta maison elle s'est effondrée sur elle-même, bonne chance pour remettre la main sur tes stocks de nourriture ou pour les retrouver en bon état sous une tonne de gravats. Du coup, tes stocks, il va t'en falloir plusieurs à différents endroits et pas uniquement chez toi. Ça peut être dans ton jardin si tu es en maison ou dans un garage en location si tu habites en ville, en appartement. Hors contexte catastrophe naturelle, hein, tu peux bien sûr avoir plusieurs caches réparties chez toi, notamment si tu es en appartement. Ça va pas être évident de stocker tes vivres sur plusieurs étagères en plein milieu de ton salon. En même temps, quelle idée d'habiter encore en ville après toutes les vidéos que j'ai faites. Mais bon, passons. T'habites un T1 bis au 27e étage à Aubervilliers, eh bien, tu peux toujours cacher tes stocks de nourriture derrière la planche de coffrage sous la baignoire ou derrière la trappe du compteur d'eau, par exemple. Tu peux aussi aménager tes meubles avec des doubles fonds ou des tiroirs cachés. Après, je dis pas que tu vas pouvoir stocker de quoi subsister plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais bon, déménage quoi déjà, merde. Il ne te reste plus qu'à trouver des caches suffisamment sécurisées, ou alors plein de caches différentes situées en plusieurs endroits, pour que si l'une est trouvée, tu puisses te diriger vers une autre et récupérer assez de vivres. En ville, tu peux stocker des vivres dans ta cave, chez un voisin en qui tu as confiance, dans un garage loué à côté ou même à l'autre bout de la ville, hein, dans un vieux puits auquel tu auras accès facilement et discrètement.
dans un pan de mur en pierre assez costaud avec une cache discrète dedans. Bref, je te laisse chercher par toi-même des sites possibles de cache. Si tu habites en maison à la campagne, le choix des caches, là, il est fortement augmenté. Tu peux utiliser des arbres creux, des grottes, des ruines perdues en pleine forêt, des lits de rivière ou des lacs, etc., etc. Le plus souvent, il s'agira de trous creusés dans le sol. Je te mets un schéma de trous facile à réaliser pour tes caches en pleine nature. Assure-toi que le trou est assez profond pour que les animaux ne puissent pas l'atteindre et recouvre-le de feuilles ou de terre pour le dissimuler. Note précieusement le lieu pour pouvoir le retrouver et prends des points de repère à gauche à droite sur ce qui entoure l'endroit. L'idéal du nombre de caches, c'est d'en avoir au minimum 2, une principale, une secondaire. Je m'explique. Tu disposes d'une cache principale fortement sécurisée et discrète où tu déposeras tous tes stocks. À partir de là, tu vas pouvoir approvisionner ta cache secondaire avec une quantité de nourriture nécessaire pour une dizaine de jours. C'est la moyenne en général qu'il faudra au gouvernement pour un retour à la normalité et un semblant de fonctionnement. Si la situation empire, tu auras encore la possibilité d'évacuer rapidement. Du coup, ta cache secondaire, tu vas l'alimenter à peu près tous les 3 jours, quand tu viendras chercher des réserves pour 3 jours de plus, et ainsi de suite. Alors, il est évident que tu ne pourras pas abandonner tes caches si tu as besoin d'évacuer ton domicile ou ton abri, et laisser derrière toi plusieurs mois de préparation pour devoir ensuite recommencer à stocker à partir de zéro, après avoir évacué et trouvé un autre lieu pour t'abriter. Et là, en situation de rupture de la normalité, avec des magasins vidés et toute la racaille qui traîne en ville, eh ben bon courage. C'est pourquoi, tout comme ta cache que tu auras doublée, il faudra anticiper une possible évacuation d'urgence loin de ton logement, mais en même temps assez proche de tes caches. Avec tes rotations de 3 jours de réserve, tu abandonneras derrière toi au maximum 3 jours de stock dans ton logement, si tu n'as pas eu le temps de les fourrer dans ton bob avant de partir, mais tu auras toujours accès à tes différentes caches. Ok, quelques mesures de sécurité concernant les caches. Celles-ci doivent tenir compte bien sûr de l'environnement géographique et se situer au moins dans la direction d'une possible base de secours prévue à l'avance, mais pas sur l'itinéraire de repli en lui-même. C'est-à-dire, lors de ta fuite, tu ne devras pas t'arrêter au bord du chemin pour remplir ton bob, mais il faut que tu aies la possibilité d'y revenir lorsque la situation le permettra. Ne prends pas de risque de te faire choper en te dirigeant vers ta cache. Lorsqu'une cache est découverte, surtout quand il s'agit d'une cache de stock alimentaire, les environs ils sont fouillés minutieusement. C'est pourquoi il est important que les caches principales et secondaires elles soient suffisamment éloignées l'une de l'autre pour éviter ce risque. Il est également nécessaire que tes caches ne se trouvent pas dans des cul-de-sac et que plusieurs itinéraires soient possibles pour s'y rendre. Pour te donner quelques chiffres, ta cache secondaire elle doit se situer à peu près à 20 minutes à pied de ton domicile. La cache principale plutôt à une bonne demi-heure de marche, à mi-distance entre ton domicile et ton lieu de repli envisagé, avec un itinéraire différent pour les 2 caches et sans avoir à repasser par ton domicile pour te rendre de l'une à l'autre. Pour tes horaires de déplacement pour ravitailler ta cache secondaire ou ton domicile, c'est un peu comme pour les déplacements de ravitaillement dont je te parlais dans un épisode de survie urbaine. Ça dépend. Moi, je sais que je suis capable de me déplacer, de m'orienter en pleine forêt, en dehors des sentiers, en pleine nuit, mais il faut savoir le faire. Et prendre le risque de se perdre et de se retrouver au petit matin dans un endroit complètement paumé, sans savoir par où rentrer chez toi, bah, c'est pas très judicieux. Une autre mesure de sécurité concernera les personnes de ton entourage qui connaîtront l'existence des caches. Bien sûr, ta femme, elle devra les connaître aussi bien que toi, parce que s'il t'arrive un imprévu, elle devra pouvoir se débrouiller sans toi. Mais est-ce qu'elle risque pas d'en parler involontairement aux voisins, qui, bien qu'étant des amis pour l'instant, se remémoreront ses propos quand ils auront faim et qu'ils tenteront de s'approprier tes stocks, sans vouloir passer pour un asocial, hein. Quoique, la survie est plus pour moi une affaire de chacun pour soi que un pour tous et tous pour un. Et au vu des efforts de préparation et du temps passé à la création et à la gestion de tes caches, sois discret. C'est ça aussi la base du survivalisme. Dernier point concernant où cacher tes stocks, ça va être dans quel contenant. Alors suivant ce que tu veux stocker, tu pourras utiliser des bidons en acier. Ils sont parfaits pour stocker des aliments secs et des liquides. Ils sont étanches à l'air, à l'eau, et ça empêche l'oxydation et la moisissure. Tu peux utiliser des sacs hermétiques qui sont parfaits pour stocker des aliments secs comme le riz, les légumes déshydratés et les noix. Ils sont également étanches à l'air et à l'eau et ils empêchent aussi les insectes et la moisissure de pénétrer. Tu as ensuite les bocaux en verre. Ils sont parfaits pour stocker des aliments tels que les confitures, les sauces et les aliments marinés. Ils sont étanches à l'air et faciles à nettoyer. Et pour finir, tu as les conteneurs en plastique qui sont également une option populaire pour stocker la nourriture dans ta survival cache. Cependant, il est important de choisir un plastique de qualité alimentaire pour éviter toute contamination.
Assure-toi que tous les contenants sont bien scellés pour empêcher l'air, l'eau et les insectes de pénétrer. Étiquette chaque contenant avec la date de stockage et la durée de conservation recommandée pour t'aider à suivre la rotation de tes stocks. Allez, c'est bon pour cette vidéo-là. Plein mal de conseils sympas, je trouve, pour un sujet qui n'est pas tellement abordé dans la résilience. Rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la suite de cette série. Allez, ciao!